Bonjour, merci pour cette invitation. Je vais commencer par des excuses. Il m'était impossible d'être présente ce matin, donc j'espère que je ne ferai pas de lourdes reprises de ce qui a pu être évoqué ce matin. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la réflexion qu'on a menée avec deux chercheurs que sont Jean-Paul Godilière et Pierre-André Juven dans un ouvrage récemment paru. Alors, je suis même pas en promotion parce que je m'aperçois que je n'ai même pas d'exemplaire sous la main, mais un ouvrage qui est paru début janvier à la découverte qui s'appelle Pandémopolitique, où nous avons tenté, et je pense que ça rejoint les préoccupations de cette journée, de faire fonctionner le concept de triage et d'une certaine façon le triage en médecine et de l'élargir à une réflexion sur l'ensemble du système de santé. Et effectivement, cette notion de triage, elle embrasse immédiatement cette question des critères de sélection. Et je voudrais vous rendre compte de cette enquête, alors qui était une enquête qui était très peu sur des sources originales, qui s'est beaucoup basée sur la presse et sur des recherches qu'on avait pu faire précédemment et qui était un peu une réflexion à vif sur la crise sanitaire que nous traversons depuis un an. Le point de départ de cette réflexion, ça a été l'affirmation tout à fait martiale du printemps par une partie du gouvernement qu'il n'y avait pas eu de triage dans les hôpitaux français et que c'était, notamment en comparaison à la situation en Italie du Nord, finalement la réussite de la gestion française de la crise, le fait que l'hôpital avait tenu et qu'on n'avait pas trié. Pour nous, pour le coup, bons élèves des sciences sociales de la santé, ça nous a beaucoup interpellés parce qu'on sait, parce qu'on l'a lu, parce qu'on nous l'a expliqué, que en médecine, n'importe quelle pratique de médecine est une opération de triage. On ne soigne jamais dans des circonstances de moyens, de ressources complètement illimitées. On n'est jamais dans un colloque uniquement singulier avec un patient, il y en a toujours d'autres, et on est, y compris dans des pratiques, un médecin généraliste et de façon permanente en train de se dire, eh bien, ce patient qui a besoin qu'on l'écoute, est-ce que je prends 5-10 minutes de plus pour l'écouter au risque de mettre en retard d'autres patients qui auraient peut-être eux aussi besoin d'une attention particulière. Donc ces opérations de triage qu'on renvoie, alors historiquement le terme de triage est né dans la médecine de guerre au 19e siècle et sur les pratiques, sur les champs de bataille où les médecins se sont mis à réfléchir à des critères, non pas des critères qu'on pourrait qualifier de contre-intuitifs, qui consistent non pas à accorder le maximum de moyens médicaux aux personnes dans l'état de santé le plus préoccupant, mais au contraire à accorder le maximum d'attention là où les moyens médicaux allaient être les plus profitables. Ce qui peut se traduire, et c'est toujours le cas dans la médecine d'urgence, à laisser mourir des gens qui sont dans un état extrêmement grave et pour lesquels la médecine ne peut plus grand-chose et concentrer son action sur des patients apparemment moins atteints. Mais on voit bien hein, de cette situation anodine du généraliste à cette situation dramatique du médecin de guerre ou du médecin de catastrophe, on retrouve des démarches cliniques qui peuvent en renvoyer à des faisceaux de valeurs et à des arbres décisionnels équivalents. Donc on était très très étonnés qu'on puisse dire qu'il n'y avait pas eu de triage et même en faire une réussite de la crise sanitaire. Bien entendu,
Quand on est allé voir de plus près, effectivement, il y a eu du triage et le premier triage qu'il y a eu, c'est du triage clinique classique. Alors, le triage clinique classique dont on a beaucoup parlé, c'est celui de la réanimation et une grande partie, je pense, de la population française a découvert que une grande partie du travail des réanimateurs, c'était d'évaluer la probabilité et la capacité de patients à supporter des soins extrêmement lourds et invasifs et leur capacité potentielle à en tirer un bénéfice clinique. Je pense qu'il y a eu un choc et je pense qu'il est important et on va voir, j'irai dans le sens de Florence Jugeau, on va voir les effets de ce choc dans les mois et les années à venir, de découvrir que des réanimateurs refusaient des gens en réanimation et que ce n'était pas une pratique qui était liée à la crise sanitaire, c'était une pratique habituelle de leur spécialité. Et finalement, pour beaucoup, une grande part de la population française, et ça a été le cas dans d'autres pays, ça a été très interpellant de découvrir que la médecine hospitalière, qui a une image d'assez grande puissance, d'assez grande capacité, pouvait faire le choix de ne pas accorder tous les moyens envisageables pour sauver une vie. Ça peut expliquer le fait que devant un tel choc social, une partie de l'exécutif ait choisi d'éluder cette pratique pourtant habituelle du soin. Donc, ce triage clinique, on l'a vu, hein, les réanimateurs et d'autres ont fait un vrai effort pédagogique pour mettre à disposition de la population ces arbres décisionnels qui jusqu'ici en fait n'étaient détenus que par les sociétés savantes, par les conférences de professionnels et d'essayer de rendre compte de cette rationalité clinique qui n'est pas la rationalité quotidienne. Mais là encore, hein, on peut se poser la question de l'élaboration de ces critères cliniques. Est-ce qu'il est complètement, alors je ne parlerai pas de normalité, mais n'y a-t-il pas un autre horizon que celui du seul débat dans les cénacles des sociétés savantes pour ces critères de sélection clinique? À quelle valeur renvoie-t-il? Quels sont les outils qui sont choisis pour évaluer? On s'est rendu compte que c'était des débats qui restaient largement des débats de spécialistes et que je viens du monde de la lutte contre le VIH qui a été un domaine plutôt pionnier de ce point de vue-là. On n'avait pas, dans pas mal de spécialités médicales, eu ce travail de coélaboration des guidelines cliniques avec les patients. Et puis, on s'est rendu compte au cours de cette crise qu'il y avait d'autres formes de triage. Tout d'abord, du triage économique. Alors, du triage économique qui est largement lié à un certain nombre de réformes qui ont été mises en place depuis un peu plus d'une quinzaine d'années à l'hôpital et ailleurs, qui, par des critères de valorisation économique de certains actes de soins, vont privilégier certaines actions de santé et certains soins au détriment d'autres. Alors, ce dont on parle très souvent et à juste titre, c'est la tarification à l'activité. On pourrait parler aussi des ROSP dans la pratique de la médecine de ville, mais c'est des formes de tarification qui vont inciter à faire des actes ou à investir certains champs du soin plutôt que d'autres. Et on le voit bien, cette modalité de financement, elle n'a pas été forcément de nature à préparer notre système de soins au choc qu'il a pu connaître avec une épidémie d'un virus respiratoire, avec ce système qui a plutôt tendance
à valoriser ce qui est fait, à valoriser ce qui a un résultat clinique immédiat, je sais pas, une opération de la cataracte, par exemple. Finalement, notre système de soins a été, dans ce royaume de l'incitation économique par le tarif, assez peu amené à se préparer et s'armer. Par ailleurs, on sait que le champ de la prévention n'est souvent pas celui qui est choisi. On sait que c'est un champ qui a moins de moyens que les autres, et notamment du fait de l'absence d'acteurs économiques tels que les industriels du médicament, pour évaluer sa propre rentabilité économique. Je suis également, en tant que représentante des usagers, membre suppléante de la CESP à l'HAS. On voit que pour calculer des QALY, on a besoin de jeux de données extrêmement élaborés, de compétences extrêmement fines pour que ces calculs soient faits avec sérieux. Et souvent, les acteurs de la prévention n'ont pas du tout accès à cet outillage et finalement ne peuvent pas parler ce langage de l'efficience, qui est un langage qui devient de plus en plus dominant pour déterminer quelles sont les actions en santé qui sont les plus pertinentes de mener dans un moment où, comme l'a souligné Florence Jugeaud, on n'est plus dans le seul horizon d'un accroissement des dépenses infinies. Et puis, on a également voulu, avec Jean-Paul Godilière et Pierre-André Juven, essayer de s'interroger sur la question du triage social systémique, sur le fait que, de façon structurelle, on a des pans de la population entière qui sont d'une certaine façon triés pour finalement moins bénéficier du système de santé que les autres. Alors, on pourrait réfléchir à la question de l'intentionnalité. C'était pas forcément l'enjeu de notre ouvrage, mais on voit bien que, et de façon particulièrement aiguë pendant la crise, on a eu sur un certain nombre de populations un rejeu à plusieurs niveaux de ces formes de triage. On l'a vu de façon particulièrement forte dans un certain nombre de quartiers populaires où on a une surreprésentation des personnes qui ont des travaux qui autrefois, enfin je dirais avant la crise sanitaire, étaient qualifiés de justement emplois peu qualifiés, dont on a découvert que c'était des emplois peu qualifiés, mais surtout que c'était des emplois absolument essentiels. On peut penser tout simplement aux caissières de supermarchés et puis également à tous les métiers du soin au sens très large et notamment aux métiers comme aide-soignant ou les personnes qui s'occupent de l'entretien dans les hôpitaux, qui se sont révélées être des personnes clés pour que la société continue de se reproduire. Et ces personnes se sont retrouvées, du fait de leurs activités, complètement surexposées au virus. Et il se trouve que ces personnes ou les personnes avec lesquelles elles vivent, on sait que dans ces quartiers populaires, on a tendance à vivre dans des logements plus exigus que le reste de la population française. On sait que dans ces quartiers populaires, les personnes ont tendance à avoir plus de maladies chroniques et plus de maladies chroniques tôt que le reste de la population française. Eh bien, d'un côté, elles ont été surexposées au virus et de l'autre côté, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, quand elles ramenaient le virus chez elles, c'est l'expression qui revient pas mal dans un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites auprès des soignants sur la dernière année, eh bien, c'était des personnes plus susceptibles de faire des formes graves. Et dernier aspect qui fait qu'on est vraiment face à un phénomène systémique, ces personnes vivent dans des endroits où il est
plus difficile d'accéder aux soins. La part des lits il y a moins de lits de réanimation proportionnellement à la population. En Seine-Saint-Denis qu'à Paris, il y a moins de transports pour réussir à atteindre les lieux de soins qu'ailleurs. Et tous ces trois phénomènes, il y a quelqu'un dans le chat qui parle de triple peine, c'est exactement ça, eh bien, ces phénomènes conjugués ont fait que, alors que la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus jeunes de France, c'est un département qui a connu la surmortalité la plus forte. Alors, on pourrait se dire, finalement, on est dans du structurel, il va y avoir de la compensation par les actions qui vont être menées en direction de ces endroits. Eh bien, on s'aperçoit que dans la campagne de vaccination, aujourd'hui, alors que c'est le département qui a connu la surmortalité la plus forte, la Seine-Saint-Denis est aujourd'hui, était jusqu'au, je crois, au 9 février, et je crains que les 3 derniers jours qui viennent de s'écouler n'aient pas changé la donne, le département métropolitain le moins vacciné de France. Et c'est là où on peut affirmer qu'on est sur des formes de triage, c'est-à-dire qu'il y a bien des choix d'allocation de moyens qui vont défavoriser structurellement un certain nombre de territoires et un certain nombre de populations. L'une des ambitions qu'on pouvait avoir dans l'ouvrage, au-delà de la dénonciation, mais qui est finalement une dénonciation des inégalités sociales de santé et de leur reproduction par le système de soins qui est, j'imagine, déjà bien connu des gens qui sont ici aujourd'hui, nous avions l'envie d'essayer d'être peut-être un petit peu plus prospectif, en tout cas de montrer des voies qui ne soient justement pas seulement celui du seul accroissement des moyens en santé, qui a pu être finalement la seule réponse ou le seul horizon à porter au constat de ces inégalités sociales de santé. L'une des pistes qu'on a essayé d'explorer, c'est celle de la santé communautaire. Moi, c'est une piste que je connais plutôt bien parce que c'est l'approche qui est pratiquée dans l'association Aide pour laquelle je travaille, c'est-à-dire des modalités d'intervention en santé où les priorités sont fixées par les personnes elles-mêmes et la mise en œuvre ne repose pas uniquement sur les soignants. Je vous donne un exemple historique concret. Certainement, alors quand je dis santé communautaire, je redoute toujours qu'il y ait dans la salle des représentants de ce qui est certainement la terre promise de la santé communautaire, qui est le Québec, l'endroit où il y a eu les pratiques et les réflexions les plus avancées dessus, parce que je choisis une définition beaucoup plus lâche et beaucoup plus large de la santé communautaire que celle canonique qui peut être utilisés par les grands spécialistes québécois de la question. S'ils sont présents, qu'ils me reprennent dans la discussion, j'assumerai. Mais en France, quelque chose qui me semble être un exemple relativement abouti de pratique de santé communautaire, c'est ce qui s'est passé avec les usagers de drogue en matière de transmission du VIH sur les années 80-90. Au milieu des années 80, on a une épidémie du VIH extrêmement active parmi la population des usagers de drogue par voie intraveineuse, dans des années où l'héroïne connaît un succès, si on peut dire, assez fort sur le territoire français. Et là, il y a une contradiction entre, d'un côté, une communauté des addictologues et des soignants spécialistes
de la question de l'accompagnement des usagers de drogue, qui sont dans un horizon qui est celui du sevrage. La réponse aux problématiques de santé des usagers de drogue, c'est l'arrêt de la consommation, et il faut arrêter, il faut que les personnes finalement arrêtent la consommation. Et on a d'un autre côté une partie des soignants, mais surtout une partie des usagers qui disent, eh bien, je caricature évidemment un petit peu les termes du débat, nous, ce dont on a besoin de façon immédiate, ce n'est pas forcément d'arrêter l'héroïne, c'est pas possible, on ne le souhaite pas forcément, c'est l'accès à du matériel d'injection stérile. Il faut qu'on puisse éventuellement continuer à consommer si nous le souhaitons, ou si on ne peut pas faire autrement, mais il faut que les risques pour notre santé dans cette consommation soient réduits au maximum, en sachant que, comme vous le savez, le VIH, à l'époque, et l'assurance d'un décès. Notre priorité de santé, ça n'est pas de nous débarrasser de notre addiction. Notre priorité de santé, c'est d'éviter une contamination au VIH. Et c'est très intéressant de voir comment ce qui a pu être dénoncé comme absolument amoral, distribuer du matériel stérile, vous n'y pensez pas, ça serait encouragé, ou alors un procès en inefficacité, vous allez leur donner des seringues propres, mais ils ne sauront pas les utiliser et ils continueront de se contaminer. En quelques années, ça a été relativement long parce qu'il a fallu, certes, à partir de 87, ces distributions sont autorisées, mais pour qu'elles passent à l'échelle, il a fallu attendre quasiment le milieu des années 90. Ça a été un succès de santé publique comme on en connaît rarement. Alors un succès de santé publique du point de vue de ses objectifs. Les contaminations au VIH par voie intraveineuse représentent aujourd'hui moins de 3% des découvertes de séropositivité par an. C'est devenu un phénomène absolument marginal. Donc ce pari est une réussite, mais ça a été aussi une révolution de la prise en charge et de l'accompagnement des usagers de drogue et de la distribution de matériel stérile. On est passé à la substitution et à la possibilité pour ces usagers, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir un accompagnement médicamenteux pour cesser la consommation d'héroïne. Et donc on voit que cette question de la préférence des usagers, elle donne des résultats parfois pas tout à fait intuitifs, mais elle est très loin d'être en contradiction avec les intérêts de la santé publique. Alors, mon histoire va peut-être vous paraître un petit peu éloignée de ce qui nous arrive aujourd'hui. Malgré tout, je fais partie, et l'association que je représente également, nous faisons partie des gens qui sommes convaincus que ces démarches de santé communautaire, qui consistent à commencer par demander aux personnes concernées quels sont leurs besoins prioritaires de santé, font partie des démarches qui peuvent aider à l'élaboration de ces critères de choix. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait redouter de finalement patients ou collectifs d'usagers qui voudraient toujours plus de soins pour finalement des bénéfices en santé pas si flagrants que ça, mérite d'être regardé de plus près. Je prendrai un deuxième exemple un petit peu plus récent. Caroline, dans le domaine du... Caroline, Il faut que j'écourde. Ouais, s'il te plaît, ouais. Ouais, alors du coup, j'abandonne ce deuxième exemple. Mais donc pour conclure, il semble que vraiment dans la crise qu'on traverse, le fait qu'il y ait eu extrêmement peu d'associations des personnes concernées à la détermination de, pour prendre une expression familière, valer le coup ou non,
a certainement et continue de faire l'illisibilité d'une partie des décisions et finalement leur acceptabilité sociale déclinante. Et même si on a de plus en plus de représentants des usagers de la société civile dans un certain nombre d'instances de santé, il va falloir qu'on réfléchisse à des modes de consultation et d'association beaucoup plus larges face aux choix tragiques de plus en plus nombreux qui vont se poser dans notre système de santé pour les années à venir. Merci beaucoup, Caroline, pour ta présentation, donc qui vient bien compléter les deux précédentes, hein, puisque tu as cherché à montrer en quoi la crise avait mis en exergue des situations de fait de priorisation et pas toujours des situations qui étaient ni explicitées ni forcément optimales. Et donc, alors que évidemment Florence s'est posé des questions de conciliation de normes éthiques différentes et que Valérie nous a exposé ce qui était concrètement mis en œuvre aujourd'hui à la HAS. Donc, on a vraiment le panorama complet.